Et l'invité ce matin, Thomas Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Thomas Porte. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La réforme des retraites et le verdict attendu du Conseil constitutionnel. Ce vendredi, l'avenir de la mobilisation, la question des violences policières, mais aussi les dissensions à gauche. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets dans le prochain quart d'heure. Mais d'abord, un mot sur l'effondrement de cet immeuble à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. 2 corps ont donc été sortis des décombres. Il resterait encore 6 à 7 personnes sous les gravats. La piste privilégiée, celle d'une explosion du haut gaz. En tout cas, c'est un nouveau drame qui touche la cité phocéenne, très clairement. Beaucoup d'émotions, puisque vous l'avez rappelé, Marseille est à nouveau frappé après le drame de la rue d'Aubagne. Moi, j'ai une pensée pour les familles des victimes, puisqu'on a découvert 2 corps ce matin. Il y a entre 7 et 8 personnes qui sont portées disparues. Il faut saluer le travail extraordinaire des marins-pompiers de Marseille qui sont à l'œuvre depuis plusieurs heures, qui évolue dans des conditions, d'après ce que j'ai compris, extrêmement difficiles, puisqu'il y a beaucoup de gravats, il y a encore des incendies. L'incendie encore qui couvre, sous les gravats. On le disait ce matin encore. Il y a aussi une formidable solidarité des Marseillaises, des Marseillais qui sont venus amener des habits, qui ont participé au relogement, qui sont là pour soutenir les marins-pompiers. Donc c'est un drame, et ce qu'on peut espérer, c'est que dans les prochaines heures, on ait des bonnes nouvelles et que des survivants soient retrouvés. C'est ça la chose la plus importante. Effectivement. Venons-en à l'actualité politique. Thomas Porte, nouvelle semaine décisive, je le disais, sur la réforme des retraites avec la décision attendue du Conseil constitutionnel vendredi. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette décision ? On attend la censure intégrale de la loi. C'est ce qu'on a été plaidé avec l'ensemble des forces de la NUPES, mais aussi du groupe Lyot au Conseil constitutionnel. Pour un certain nombre d'arguments. D'abord, le détournement de ce qu'on appelle le projet rectificatif de loi de financement de la sécurité sociale qui a été mis en place en 96 et qui ne répond pas aux objectifs d'une réforme des retraites. Mais surtout, moi j'ai envie d'insister sur l'insincérité des débats. Ça a été souligné par plusieurs profs de droit constitutionnel, notamment Dominique Rousseau. Par exemple, sur les 1 200 €. Ça peut être une cause de censure, effectivement, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, constitutionnel. sur les 1 200 € qui sont promis par le gouvernement aux retraités, on était parti sur 2 millions au départ. Finalement, on a fini à 10 000. Aujourd'hui, au moment où la loi peut être promulguée, on ne sait pas combien de personnes vont être concernées. Et enfin, sur l'utilisation d'articles qui contraignent le temps législatif, il y a eu l'article 40 au Sénat qui fait un vote bloqué, il y a eu le 49.3 pour... Qui a déjà été utilisé précédemment, à gauche comme à droite, d'ailleurs. Bien sûr, mais il y a eu, là c'est une accumulation, à la fois le détournement des retraites d'ailleurs aussi. À la fois le détournement de la procédure, l'utilisation d'articles extrêmement autoritaires en termes de débat, et surtout l'insincérité, c'est ça qui est souligné. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous prononcer sur un texte sur lequel on n'a pas pu voter, avec des éléments dont on n'est pas certain de ce qui va se passer. L'index sur les seniors, est-ce qu'il va être appliqué? Est-ce qu'il y aura des sanctions pour les entreprises? Tout ça, on ne sait pas. Donc c'est quand même assez particulier de promulguer une loi où les représentants de la nation n'ont pas pu se prononcer, puisqu'il n'y avait pas la vérité des éléments. Donc la question de la sincérité, l'accumulation aussi de ces articles qui ont été mis en place du côté de l'exécutif. Vous y croyez vraiment à une censure intégrale finalement de ce texte? Écoutez, on y croit, c'est pour ça qu'on a été plaidé, qu'on a défendu nos arguments. Et je remarque que ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de spécialistes du droit constitutionnel qui évoquent le fait que cette loi, elle ne respecte pas un certain nombre de procédures. Elle devrait être censurée de manière intégrale. En tout cas, on attend beaucoup, et je dis, la France regarde ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Les gens sont mobilisés depuis le 19 janvier. Ils vont très clairement regarder et écouter ce que vont prononcer les sages du Conseil constitutionnel vendredi. On n'a pas encore l'horaire, je crois que c'est vers 20h que la décision devrait être rendue apparemment. Vous craignez une forme de politisation de cette décision de la part des sages, de la part du Conseil constitutionnel ou pas ? Moi, j'espère qu'elle sera rendue sur le fond des arguments, sur ce que nous avons défendu, sur l'insincérité, sur le détournement de la procédure, sur l'utilisation d'outils qui n'ont pas permis de débattre sereinement. C'est ça qu'on attend des membres qui siègent au Conseil constitutionnel, et on peut, je crois, leur faire confiance pour qu'ils rendent une décision. En tout cas, nous, on espère que la décision, elle sera rendue non pas avec un arbitrage politique, mais sur le fond du dossier, sur les arguments que nous avons pu défendre. Vendredi, le Conseil constitutionnel rendra également son avis sur la demande de référendum, d'initiative partagée, le RIP. Vous misez beaucoup sur ce point, Thomas Porte aussi. C'est aussi une nouvelle étape dans le cadre de la bataille contre la réforme des retraites, puisque ça ouvre une perspective. Il faut récolter, je crois, 4,7 millions de signatures sur 9 mois pour avoir un référendum et mettre un coup d'arrêt à cette loi. Vous savez, quand vous avez 9 actifs sur 10 qui ne veulent pas de la réforme des retraites, 7 Français sur 10, encore cette semaine, qui disent qu'ils y sont opposés, c'est tout à fait envisageable d'aller chercher 4,7 millions de signatures. Et on a dit depuis le départ qu'on utiliserait tous les moyens à notre disposition pour mettre en échec cette réforme des retraites. Et le référendum d'initiative partagée fait partie de l'arsenal que nous allons utiliser pour battre le gouvernement et faire retirer ce texte. Ça serait une incompréhension de votre part si le Conseil constitutionnel venait à refuser la mise en place de ce référendum d'initiative partagée? Ce serait une erreur de sa part? En tout cas, ce serait une incompréhension, parce que, au regard des arguments que j'ai évoqués il y a quelques instants, on considère, nous, que cette loi, elle ne peut pas être appliquée parce qu'elle ne respecte pas un certain nombre de dispositifs.
Donc véritablement, oui, il y aurait une certaine circonscription à voir que cette loi soit validée par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a une décision qui va être rendue vendredi. Il y a une mobilisation la veille, jeudi. Moi, j'appelle déjà à participer très largement à la manifestation, à l'appel de l'intersyndicale. Il y aura certainement d'autres dates après le Conseil constitutionnel si la loi n'est pas censurée. La mobilisation continue, donc nous attendons sereinement la décision. Ouais, elle risque de continuer cette mobilisation. En tout cas, vous appelez à ce qu'elle continue, même si, il n'y a pas de censure, en l'occurrence vendredi. Mais le pays n'est pas à l'arrêt, le travail reprend. Il y a de moins en moins de grévistes. Tout de même, on a l'impression que cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle s'éteint petit à petit, non ? La mobilisation, elle s'éteint pas, elle est lancée depuis le 19 janvier. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire en termes de périodicité, en termes de mobilisation. Il n'y a pas eu une seule journée d'action où on a eu moins de 1 million de personnes dans la rue, ce qui est énorme par rapport aux dernières années. Effectivement, il y a des grèves qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui reprennent, mais parce qu'il faut aussi comprendre que faire grève depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, ça coûte très cher. Il y a des gens qui ont fait le choix d'être en grève reconductive depuis le 7 mars. Et il continue d'y avoir des actions partout dans le pays. C'est pas forcément des actions de blocage, c'est des actions symboliques, des opérations de péage gratuit, des occupations de sites, l'interpellation de membres du gouvernement qui se déplacent. Je crois pas que cette mobilisation elle s'arrête, elle continue. En tout cas, il y a une nouvelle date à l'agenda. Et effectivement, il faudra la continuer si la décision du Conseil constitutionnel ne censure pas cette loi. Moi, j'appelle à continuer à mener la bataille. Au sein, en tout cas à la suite de l'intersyndicale qui est réunie, il y a déjà un 1er mai unitaire qui est annoncé, ce qui n'était pas le cas depuis 2012 de mémoire. Donc on voit que ça va continuer, que la colère elle est ancrée. Vous avez, je crois, publié un sondage il y a quelques jours qui disait que par exemple 7 patrons sur 10 de TPE-PME étaient pour une retraite à 62 ans et qu'un patron sur 2 de TPE-PME était contre la réforme des retraites. Donc on voit que la colère elle est large dans tous les pans de la société et que les gens sont déterminés à la faire tomber. Moi j'ai vu à la dernière mobilisation des gens qui pour la première fois venaient manifester. On était à la 11e journée de mobilisation et pourtant des gens venaient pour la première fois dans la rue parce qu'il y avait de l'exaspération, parce qu'il y avait aussi de la colère face aux propos de ce gouvernement qui continue à nous expliquer que les gens n'auraient pas bien compris la réforme et qu'il faut faire de la pédagogie et qu'elle va profiter à l'ensemble de la population. Tout le monde sait que c'est faux. Donc la mobilisation elle est ancrée, la colère elle est là. Et la page n'est pas tournée, contrairement à ce que dit Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron. La page sera tournée quand ce texte sera retiré. Non, en tout cas, ce n'est pas le chemin que prend l'exécutif. Elisabeth Borne, qui semblait montrer des signes d'apaisement, mais Emmanuel Macron, lui, a fait savoir qu'il avait fixé un cap. Pas question de reculer sur cette réforme. Ça ne vous fait pas perdre espoir, d'une certaine manière, justement, cette intransigeance, d'une certaine manière, du président de la République sur ce texte ? Écoutez, chaque fois qu'Emmanuel Macron parle, il met des millions de personnes dans la rue. C'est peut-être le meilleur mobilisateur pour continuer à défiler dans les rues. Mais souvenez-vous, son dernière interview à la télé, le lendemain, on avait 3,5 millions de personnes qui défilaient suite aux propos du président de la République. On en a connu d'autres par le passé qui affirmaient être droit dans leurs bottes, qu'ils ne céderaient jamais, qu'ils ne reculeraient pas. Force est de constater que malgré les coups de semonce d'Emmanuel Macron, sa majorité s'effrite. On a des bruits où on entend des gens qui ne sont pas d'accord, où on commence à dire que c'était peut-être pas une bonne idée cette réforme des retraites, notamment des députés de la majorité. Moi j'ai fait un débat l'autre jour sur une chaîne concurrente où un député de la majorité expliquait que finalement les gens étaient pas d'accord avec cette réforme et qu'il fallait réfléchir à revoir la situation. Donc écoutez, Emmanuel Macron peut bien fixer son cap. Il y a un autre cap qui est fixé aujourd'hui par le pays, qui est celui du retrait de la réforme. Un mot sur Elisabeth Borne aussi, qui dit qu'elle pense encore pouvoir être utile dans la crise que le pays traverse. Comment vous réagissez à ces propos ? Est-ce que vous pensez également qu'elle peut être utile ? Et moi, j'ai pas d'appétence particulière pour Elisabeth Borne et qu'elle soit utile ou pas au pays. C'est pas une question de personne. Pour moi, c'est une question de politique et d'orientation. Et si Elisabeth Borne estime être utile au pays, la meilleure chose qu'elle peut faire, c'est mener la bataille pour que cette réforme soit retirée. Parce que quand vous voulez être utile au pays, il faut écouter l'intérêt général, il faut écouter la majorité du peuple. Et on ne peut pas gouverner contre le peuple français. Et je le redis ici, la majorité des gens, après des semaines et des mois de grève, après des semaines et des mois de mobilisation qui pénalisent, qui peinent au quotidien sur des millions de personnes quand vous n'avez pas de transport, quand vous avez une pénurie qui s'est fait sentir en termes d'essence, que vous avez des actions de blocage, c'est dur pour le quotidien des gens. Et malgré ça, la majorité des gens continuent de soutenir les mobilisations. Donc si Elisabeth Borne souhaite être utile au pays, qu'elle retire sa réforme. Thomas Porte sur Sud Radio. L'actualité aussi, c'est la question des violences policières que vous dénoncez, malgré plus de 260 000 signatures. La pétition que vous soulignez pour la dissolution de la Bravem a été classée sans suite à l'Assemblée. Vous ne la comprenez pas, cette décision ? Non, je la comprends pas et je dis qu'elle est en plus dangereuse. Parce que Pourquoi ? ça fait, c'est suite à un certain nombre de décisions antidémocratiques. On évoquait le 49.3 à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Donc les gens,
Qui est légal, qui peut être utilisé, le 49.3. Mais il y a quand même un fait qui est le fait d'empêcher les gens de voter. Donc ça, on empêche les gens de voter sur la réforme des retraites. Ils sont mobilisés depuis des mois sur la réforme des retraites. On leur dit, vous faites grève, ça ne sert à rien, on vous écoute pas. Là, il y a une pétition, il faut quand même mesurer le ridicule. Il y a une pétition qui a été signée par 260 000 citoyens, ce qui est énorme. C'est jamais fait sur le site de l'Assemblée en 10 jours. 260 000 personnes sur la question de la dissolution de la Brave. Et cette pétition, elle permettait simplement d'ouvrir un débat dans l'hémicycle si elle atteignait 500 000 signatures pour parler de la Brave et du maintien de l'ordre. Elle ne disait pas qu'à 500 000 signatures, on allait dissoudre la Brave. Elle demandait simplement un débat. Et même ça, la majorité le refuse, parce que c'est Sacha Houlié, le président de la commission des lois, qui était un des chefs de file macronistes, qui a fermé la pétition. Qu'est-ce qu'on donne comme signal aux gens ? Tous les outils à disposition des citoyens pour leur permettre de s'exprimer. Pour ouvrir des débats, on ferme à chaque fois les portes. Donc c'est absolument dangereux et je crois que c'est pas sérieux. Donc comme disait Laurent Berger, finalement de la CFDT, vous dites qu'il y a un problème de démocratie dans ce pays ? Bien sûr qu'il y a un problème de démocratie quand vous avez un empilement de dispositifs qui ne permettent pas aux gens de s'exprimer et dès qu'ils ouvrent des solutions pour s'exprimer, vous leur dites circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même curieux. Enfin, je veux dire, fermer une pétition, quel signal on envoie aux citoyens ? Et c'est pas un sujet mineur, celui des violences policières. C'est pas un sujet qui concerne simplement 4 ou 5 députés de la France Insoumise. Quand vous avez 260 000 citoyens qui se saisissent d'un sujet pour dissoudre une brigade qui mène des actions violentes, qui a tenu des propos racistes. Enfin, c'est quand même des policiers, on a entendu les enregistrements, vous l'avez sûrement entendu, où on dit on a cassé des gueules et des coudes, on peut recommencer. Tu es venu comment en France, tu t'es accroché à une aile d'avion. On a vu une vidéo où un policier de la Brave roule sur un manifestant. Et moi, j'ai pu les observer en manifestation. Ces gens-là sont là pour semer la terreur. Vous avez eu des propos vous-même très durs à l'égard du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ministre de la Guerre, qui mettait en place une stratégie de chaos. Là-dessus, vous maintenez vos propos ? Bien sûr, Gérald Darmanin n'est pas un ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de la matraque, un ministre qui est en guerre contre le peuple français et contre la mobilisation. Cette unité-là, elle vient pas de nulle part. Elle a été recréée en 2019 par le préfet Lallemand, déjà pour réprimer les mobilisations des Gilets jaunes, et leurs prédécesseurs, dissous en 1986, les voltigeurs qui avaient assassiné Malik Oussekine. Ce n'est pas une unité de maintien de l'ordre, c'est une unité qui est faite pour aller au contact. Là, il y a une différence, il ne pas les coups de matraque sur une moto. Hein. Oui, mais Malik Oussekine n'a pas été tué par des policiers qui étaient sur la moto. C'était des gens qui étaient descendus, qui sont allés dans un hall d'immeuble. Cette unité-là, elle sème la terreur, elle est dangereuse, et nous demandons sa dissolution avant qu'un drame ne se produise en marge des manifestations. Gérald Darmanin qui vous avait invité par ailleurs à passer une journée avec la Bravem pour vous rendre compte du terrain. C'est ce que nous avons fait avec Hugo Bernalicis et Antoine Léaumont avec notre propre moyen, parce qu'il n'était pas question de participer à l'opération communication du ministre de l'Intérieur. Jeudi, nous avons, avec 3 députés de la France Insoumise, observé le maintien de l'ordre, observé les policiers de la Brave. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Avec une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, certains disent que vous l'avez joué un peu provoque avec les policiers. On a simplement demandé, d'ailleurs ce n'est pas un des députés qui a demandé ça, c'est un journaliste, David Dufresne, qui traite des opérations du maintien de l'ordre, de la gendarmerie, de la police, qui est un expert. Depuis qui a demandé où était le RIO, c'est-à-dire le numéro d'identification des policiers. Je rappelle que c'est obligatoire d'avoir son numéro d'identification. C'est pour les policiers de la Brave, quasiment 1 sur 2 ne l'avait pas, et quasiment les 3/4 étaient cagoulés, ce que le schéma du maintien de l'ordre interdit aussi. Les policiers doivent avoir le visage découvert, donc on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures et avoir des gens qui ne respectent pas la loi et qui commettent des exactions et qui sont couverts par le ministre de l'Intérieur. Quand Gérald Darmanin parle de fatigue, quand on roule sur un manifestant, c'est pas de la fatigue. L'actualité également, c'est ce courrier adressé à tous les députés par la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, qui déplore le triste record de sanctions à l'égard des élus. Elle s'inquiète de la dégradation de la qualité des échanges au sein de l'hémicycle. Vous sauriez, ou même Thomas Porte, vous avez été exclu 15 jours de l'Assemblée pour avoir posé dans la rue avec le pied sur le ballon, un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Comment vous réagissez à ce courrier et que dites-vous, Yaël Braun-Pivet ? Que ça suffit. Écoutez... adresser un courrier à l'ensemble des députés de la France Insoumise et mettre à l'intérieur du courrier qu'on s'inquiète de la nature des débats qui sont au sein de l'hémicycle, alors même qu'elle fait partie d'une majorité qui a utilisé 11 fois le 49.3, donc qui restreint les débats. Et puis l'Assemblée nationale, c'est pas une classe d'école, c'est pas un conseil d'administration. On n'est pas là pour se tenir le doigt sur la couture du pantalon et être sage. On est là pour porter la colère du peuple, pour défendre nos idées, pour s'opposer à Emmanuel Macron. Mais dans un certain cadre. Bien sûr, mais écoutez, est-ce que vous considérez que chanter la Marseillaise dans l'hémicycle, c'est anti-républicain, c'est mettre le désordre à l'intérieur de l'hémicycle? Je remarque d'ailleurs au lendemain de ce que nous avons fait, l'ensemble de la presse européenne et internationale a traité ça sous l'angle de la résistance au 49.3, parce qu'il faut mettre ça dans le contexte. Nous l'avons fait au moment où Elisabeth Borne est venue déclencher le 100e 49.3 de la 5e République, le 11e depuis le début de son mandat, pour empêcher la représentation nationale de voter
sur la réforme des retraites. Donc nous sommes fiers, et moi je suis fier de l'avoir fait. Et si Yael Braun-Pivet considère et pense qu'elle va nous faire taire ou nous faire peur avec des courriers, des menaces et des sanctions, elle se trompe, et elle ferait mieux de se comporter comme présidente de l'Assemblée nationale et pas comme une chef de bande macroniste qui défend les intérêts du président. La NUPES est-elle menacée? Thomas Porte, Fabien Roussel, qui doit être reconduit à la tête du PCF, estime qu'elle est dépassée. En l'occurrence, il appelle à parler à toute la gauche. Il a été pris à partie par pas mal d'insoumis. Mêlez-vous de vos affaires, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je crois que la NUPES, elle est pas dépassée. Tout le monde a plaidé pour un acte 2 de la NUPES, c'est-à-dire voir comment on continue à la faire évoluer. On parlait tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Je remarque que les 4 groupes parlementaires de la NUPES ont défendu ensemble la censure au Conseil constitutionnel avec les mêmes arguments. Il y a un travail à continuer à faire. Simplement, on ne peut pas discuter avec des gens comme Bernard Cazeneuve qui ont tout de contraire à la NUPES. Je rappelle quand même que Bernard Cazeneuve, ministre, c'est celui sous lequel Rémi Fraisse est décédé à Sivens, qui a tenu des propos extrêmement graves, notamment sur les organisations syndicales. Donc moi je veux bien entendre... Donc le PCF en tout cas a toujours sa place au sein de la NUPES, et Fabien Roussel aussi. Bien sûr, le Parti communiste français et Fabien Roussel ont toujours leur place au sein de la NUPES, et nous n'avons jamais dit le contraire. Nous discutons avec les communistes, avec les socialistes, avec les écologistes, et c'est aussi ça qui a permis de donner un nouvel espoir à la gauche dans ce pays sur un programme construit ensemble, un programme radical. Si nous avons aujourd'hui autant de députés, c'est parce que nous sommes partis ensemble aux élections législatives, et d'ailleurs nous avons interpellé les communistes, les socialistes et les écologistes pour commencer à discuter d'une liste commune aux européennes. Très rapidement, Adrien Quatennens, qui doit faire son retour au sein de la France Insoumise jeudi. Vous devez voter, je crois, c'est demain, c'est ça, sur son retour ou non dans le groupe. Est-ce que vous y êtes favorable? Demain, il y aura une discussion collective qui sera prise au sein du groupe parlementaire de la France Insoumise, et il y aura une expression collective. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je ne parlerai pas avant que la décision du groupe soit prise. C'est une question de respect. C'est dommage, vous pouvez, pour le coup, ça peut être une opinion à faire valoir. Non, parce qu'il y aura une expression collective du groupe qui sera faite demain à l'issue d'une discussion. Bon, en tout cas, on suivra ça. Merci beaucoup, Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Merci. Merci, 8h34 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec la revue de presse et puis les débats, bien sûr, avec Arlette Chabot et Eric Revel. À tout de suite sur Sud Radio. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.